Alors, la durée d'usage, elle fait évidemment partie des priorités de certains acteurs économiques. Nous avons avec nous la chance d'avoir la directrice générale de Back Market et la directrice communication de Poppins. C'est avec vous, mesdames, que je vais commencer pour illustrer ce point-là. Charlotte, est-ce que tu veux bien nous parler de Back Market ? Probablement que la majorité des gens ici connaissent, mais revenir en quelques chiffres et en quelques dates clés sur cet acteur qui est aujourd'hui un incontournable de la reuse économie. Avec plaisir. Bonjour à tous déjà. Comme j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, j'aimerais voir si qui a acheté dans la salle son dernier smartphone neuf. Est-ce que vous pouvez lever la main Oh. Wow. Ah ouais, on est déjà dans une audience extrêmement convaincue. Ça fait plaisir. Moi, j'ai pas tant de travail que ça à faire finalement. Bon, mais en tout cas, Back Market, je pense que vous connaissez tous. On est une marketplace qui vend des produits électroniques reconditionnés. On ne vend que ça. On est le supermarché en ligne du reconditionné. Et on en a fait un combat. Un combat pour allonger la durée de vie des produits, parce qu'on le sait, c'est meilleur pour le portefeuille et la planète. Donc, ce combat, il s'incarne dans une conquête. Conquête déjà du marché, et ça commence par vendre pas que du smartphone, mais de vendre tout ce qui peut être reconditionné, c'est-à-dire tous les produits électroniques qui équipent un peu votre vie au travail ou à la maison. Donc, on vend des tablettes, des ordinateurs, de l'audio. Et là, ce qui cartonne en ce moment, c'est tout ce qui est les robots ménagers, les aspirateurs Dyson, les Thermomix, les Air Fryer Ninja. Peut-être que ça vous parle et n'hésitez pas à penser à nous pour les prochains Noël. J'ai acheté une machine à café sur Back Market. Génial. J'étais très contente et elle marche Bravo. très bien. Ouais. Ce combat, il s'incarne aussi dans une conquête territoriale. On a 12 ans d'existence et maintenant, on s'est développé dans 17 pays. On est sur les 3 continents, une présence très forte en Europe. Parce qu'il faut savoir que l'Europe est assez en avance sur l'économie circulaire. Et dans l'Europe, la France est un pays très en avance sur le sujet. On est présent aussi aux US et au Japon, en Australie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas les mêmes défis. Aux US et au Japon, par exemple, les consommateurs, ils achètent encore beaucoup leurs produits dans les réseaux physiques de magasins. Ils sont moins à faire leurs achats online. Pour ce qui est du smartphone, par exemple, ils vont s'équiper en achetant avec le forfait. Il n'y a pas eu, comme en France, l'arrivée de Free, où maintenant l'achat du smartphone est désolidarisé du forfait. Et donc ça, c'est des freins pour faire comprendre aussi l'avantage du reconditionné par rapport au neuf. On doit user de subterfuges pour essayer de convaincre un peu le conso. Et cette conquête, elle se matérialise aussi en affaires publiques. On est une des entreprises pionnières du mouvement d'économie circulaire en France et dans l'électronique. Et pour nous, c'est hyper important, comme l'a rappelé Brune, de faire du lobbying pour faire passer ce secteur à l'échelle. Et c'est vrai que on milite effectivement pour que le ministère de l'économie s'empare beaucoup plus du sujet, qu'on n'en fasse pas une filière qui résonne sous le prisme du déchet, mais qui soit bien une filière d'avenir, une filière industrielle qui réponde à tous les enjeux du pays, de souveraineté économique, de pouvoir d'achat, etc., etc. Oui, c'est vrai que les achats publics ont beaucoup été mentionnés aussi hier comme un des leviers structurants pour vraiment créer cette bascule. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que ça veut dire que dans certains pays, vous déclinez ça aussi en magasin physique ? Tu parlais de... Alors nous, comme on est en conquête, tu l'as compris, on va là où les clients se trouvent et là où on peut convaincre les consommateurs. Il se trouve, par exemple, tu vois, en France, on a encore un Français sur 2 qui fait ses achats dans un réseau physique. C'est pour ça qu'on a, l'an dernier, tissé un partenariat avec Bouygues Télécom. Parce que tu vois, là, dans 500 boutiques, dans 400 villes en France, maintenant, les conseillers de Bouygues vendent tout le choix du reconditionné sur leur tablette. Je n'ai pas apporté du choix sur étagère. J'ai mis tout le choix de Back Market sur la tablette du vendeur. Et pour tous ces consommateurs qui ont besoin de prendre le temps, parce que c'est des achats quand même aussi un peu engageants en termes de budget, qui ont besoin d'être conseillés. Et là, on capte plein de nouvelles mamans qui viennent équiper leurs ados et qui en ont ras-le-bol de ces ados qui cassent trop souvent leurs appareils. On capte aussi beaucoup plus de personnes âgées qui n'allaient pas forcément s'équiper en ligne. Et pour moi, ça, c'est important. Pour développer l'économie circulaire, il faut aller là où sont nos consommateurs de demain. La rendre visible, où que soit cette visibilité. On va reparler du jeune public aussi et de leur rapport au téléphone. Est-ce que... Alors, je pense qu'on peut quand même dire que vous avez réussi l'impensable. Vous avez rendu ça
courant et vraiment c'est rentré dans la culture. Comment vous avez réussi justement à faire du reconditionné un réflexe conso? C'était oui. Ça, c'est un point hyper important que tu mentionnes et Brune l'a déjà abordé tout à l'heure, la désirabilité. Nous, on a essayé de rendre ça sexy, mainstream et donc on s'est inscrit tout de suite dans un ton de voix très joyeux. Enfin, on appelle ça en interne, nous, une révolution joyeuse. C'est parce que c'est vrai que la seconde main pouvait avoir une image un peu poussiéreuse, un peu vintage, voire un truc un peu pour ceux qui avaient moins de budget. Or, en fait, il y a plein de gens qui rentrent dans l'économie circulaire aujourd'hui, pas forcément pour une question de budget, mais aussi pour une question de consommer plus smart et malin. Il y a plein de gens qui trouvent ça débile d'acheter un smartphone à plus de 1000 euros, en fait. Et donc c'est malin aussi en termes de conso. Et donc, ouais, on a rendu ça joyeux, mainstream, sexy, avec des campagnes de com que vous connaissez peut-être, qui font sourire avec des blagues, des références culturelles. Et là, d'ailleurs, c'est mon sujet, parce que peut-être qu'on s'est construit avec une identité de marque peut-être un peu trop Paris 11e, Oberkampf. Et là, mon défi, c'est de... En plus, moi, je viens de Carrefour, donc rendre accessible au plus grand nombre, tu vois, ça me parle. Et donc là, il faut que j'aille convaincre un peu la France entière que c'est... Il y a plein de gens pour qui cette proposition de valeur fait sens et qu'il faut qu'on sorte aussi un peu de ce prisme peut-être un peu trop parisien. Et important aussi, ce combat un peu joyeux, il s'incarne aussi dans un activisme. Nous, on combat ce qu'on a qualifié en interne de la fast tech. La fast tech, c'est un peu le pendant de la fast fashion. C'est alimenté par le marketing du neuf, cette sensation qu'on doit toujours upgrader pour le dernier appareil plus récent, pour finalement quoi un écran à peine plus lumineux, une caméra à peine plus nette. On n'a pas besoin de ça pour gérer ses mails, ses Slack et ses WhatsApp familiaux, quoi. Donc, voilà, nous, on se bat contre la fast tech. On fait beaucoup de pédagogie auprès du grand public parce qu'on veut que ça soit un mouvement qui vienne du grand public pour que derrière, les politiques s'en emparent. Comme ce qui s'est passé un petit peu sur la fast fashion. C'est important aussi que on a tous un rôle à jouer. C'est pas que le business, c'est pas que les politiques, c'est aussi le grand public. Voilà. Oui, c'est un sujet qui revient, qui est revenu déjà beaucoup hier et qu'on va re-explorer ensemble. Cette notion de parallélisme en fait des actions et complémentarité, ça peut venir du bas, ça peut venir du haut. Et en fait, il faut vraiment activer l'ensemble de ces leviers en simultané et non pas chronologiquement. Sinon, le risque, c'est que ça retombe. Hyper clair, merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des pubs un petit peu moins drôles sur Back Market? Non, pas du tout. Attends, on va continuer à faire rire, c'est important. Bon, bah, top. Sur cette notion de désirabilité, rendre la solution populaire et accessible, c'est des choses qu'on a beaucoup évoquées aussi avec Violaine lorsqu'on préparait l'échange. Alors, tu me disais que vous étiez sur un marché moins mature que la tech. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais à fort potentiel? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent déjà Poppins, mais je pense que c'est bien de rappeler de quoi est-ce qu'on parle et tout ce que vous avez réussi à accomplir en un an d'existence, parce que vous avez vous avez soufflé votre première bougie récemment. Oui, Poppins, c'est né un peu d'une absurdité. Il faut savoir qu'on a environ chez nous 2,5 tonnes d'objets et qu'on n'en touche pas 30%. Donc, si on part de ce postulat-là, on s'est dit, en fait, ce n'est pas possible d'accepter ça. Et c'est aussi une énorme forme de gaspillage. En fait, aujourd'hui, on a un peu dans l'imaginaire collectif que le gaspillage, ça va être, et c'est le cas, hein, des bennes remplies, jetées à la poubelle, ce genre de choses. C'est aussi énormément lié à ce qu'on appelle la perte d'utilité de nos équipements, de nos objets du quotidien. Et donc ça, on s'est dit, on ne peut pas l'accepter. Et donc, comment on arrive à trouver une solution qui peut en fait réconcilier tout ça. Et donc, Poppins, en fait, c'est une application de location du quotidien de vos objets qui permet, en fait, si vous avez un projet du quotidien, donc comme rénover votre salle de bain si vous êtes un peu bricoleur, partir en week-end avec vos copains en camping, ce genre de choses. Vous allez pouvoir trouver sur l'application une débroussailleuse, un Karcher, une shampouineuse, enfin voilà, tous les objets en fait où globalement ça fait pas trop sens de les acheter, notamment de les acheter neufs. Et en fait, c'est beaucoup plus intelligent d'aller les louer parce que vous allez en avoir une utilisation assez sporadique dans l'année et donc ça vous évite en fait tout simplement de stocker des choses à peu près inutilement.
Donc c'est tout l'enjeu de Poppins. Aujourd'hui, on a à peu près 300 000 utilisateurs. Donc en un an, on se dit qu'on a quand même réussi à capter des gens qui ont un réel besoin. Il y a plus de 100 000 objets sur l'application. Donc on est assez fiers de ça. Mais c'est sûr que le chemin est long. Il faut aller à peu près déconstruire, je dirais 80 ans de marketing qui nous dit que posséder, accumuler, acheter, c'est un peu le marqueur social ultime. Et donc, permettre des nouveaux usages, c'est des choses qui vont se faire, bien entendu, dans la durée, mais on y croit très, très fort. Et on parlait de Paris 11e. Il y a un enjeu de localisation. Du coup, c'est les particuliers qui se louent des choses. Vous êtes sur l'ensemble du territoire. Il y a un prisme un peu Île-de-France qu'on ressent pour les premiers mois ou globalement, ça marche partout? Alors, on a commencé à Paris parce que notre toute petite équipe était basée à Paris. Donc, on a quadrillé tous les arrondissements parisiens au début en allant à la rencontre des gens. Aujourd'hui, on est disponible dans toute la France. L'application, vous pouvez la télécharger, elle est disponible dans toute la France. Après, pour le moment, disons que ça se développe plus dans les grandes villes parce que, voilà, de par la population, enfin le nombre d'habitants. Et du coup, on est plutôt assez actif à Bordeaux, Paris, Lyon, Toulouse, Lille pour le moment. Mais il y a un vrai enjeu pour nous. On le pense, on en est assez convaincus. Si on veut arriver en fait à massifier l'usage, c'est la simplicité d'utilisation. En fait, si c'est trop compliqué, si c'est trop chronophage, les gens n'y vont pas. Et c'est l'accessibilité. Et ça, c'est à la fois le prix. Et ça, c'est assez génial, la location, parce que ça permet vraiment de réconcilier son pouvoir d'achat avec des modes de consommation plus durables. Mais c'est aussi la proximité. Et honnêtement, on est quand même tous un peu dans une société de la flemme. Faire 8 stations de métro pour aller chercher sa shampooineuse, honnêtement, je pense que dans la salle, on n'y va pas, en fait. Et c'est un peu terrible, mais c'est un peu là-dedans qu'on s'est installé, parce qu'aujourd'hui, on achète sur Amazon et le lendemain, c'est sur notre pas de porte. Et donc, c'est comment on arrive un peu à déconstruire tout ça et en fait à lever les frictions. Et donc pour ça, on s'est aussi associé avec des grands retailers et des commerçants de quartier. Donc Poppins, c'est à la fois des particuliers, mais aussi des commerçants. Donc je sais qu'hier, il y avait Carrefour qui gentiment parlait de notre partenariat. Et du coup, si on veut simplifier l'usage, il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont. Et les gens font leurs courses tous les jours. Et donc aujourd'hui, si vous allez chez Carrefour, vous allez pouvoir trouver votre Karcher en location. Chez Bio c'est bon, chez Leclerc. Et c'est tout l'enjeu de Poppins, c'est d'arriver aussi à embarquer les grands groupes qui ont aussi des enjeux de transition. On retrouve quand même vraiment des points de similarité dans les modèles qui marchent. Cette désirabilité, creuser l'écart, non plutôt le réduire l'écart, pardon, avec l'expérience du neuf. Vous m'avez toutes les deux parlé aussi de l'importance de la première expérience. C'est à ce moment-là qu'en fait on joue toute la pérennisation potentielle de l'adhésion d'un consommateur justement à cette alternative. Bon, donc du coup tu en as beaucoup parlé, mais globalement, pourquoi les consos y vont? Pourquoi est-ce qu'ils se lancent sur une solution comme Poppins? Dans l'ordre, ça va être quand même des enjeux économiques. Il n'y a pas de problème à ça. Et aussi, du coup, derrière, on a parlé aussi de réconcilier des besoins de consommation qui peuvent parfois être ponctuels, mais qui sont réels, avec des valeurs. Tu me disais qu'il y avait quand même aussi beaucoup de ça. Les consommateurs viennent chercher une solution pour répondre à un besoin sans nécessairement avoir à justement alourdir leur consommation, alourdir les tonnes d'objets qui sont chez eux. Ça, tu m'avais dit que ça faisait vraiment partie des raisons pour lesquelles ils se lançaient. Ouais, c'est sûr que, je pense que c'est le cas aussi chez Back Market. La première considération, elle est encore aujourd'hui économique. Je crois que l'INSEE disait hier que les produits à la conso ont encore augmenté de 2,2% sur le mois d'avril. Voilà, aujourd'hui, les gens ont du mal à survivre. Et souvent, ce qui pêche aussi, c'est que du coup, ils vont rogner sur les projets du quotidien qui peuvent faire du bien, comme les loisirs ou les vacances. Et donc, c'est assez génial pour ça, la location, parce que en fait, ça va vous permettre de potentiellement ne plus sacrifier des projets, ne plus avoir à réduire ses envies. Parce qu'en fait, en allant louer un objet qui va être financièrement plus intéressant sur une durée courte, vous allez pouvoir tout simplement
mener à bien ce que vous avez envie de faire sans forcément vous dire j'ai pas le budget pour en fait l'acheter et du coup faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça c'est vrai que c'est assez génial et après je pense que les considérations écologiques elles sont là, mais c'est sûr que nous on le sent quand même dans nos utilisateurs, c'est pour le moment pas la première considération. Et alors, je lisais, Charlotte, en préparant l'entretien, je lisais dans une interview que tu avais donnée que le sujet du reconditionné n'était plus un sujet tabou, qu'il a peut-être été au tout démarrage et qu'aujourd'hui, voilà, on avait enlevé la poussière autour de ce sujet. Ouais. Allô? Ouais. Oui, mais c'est lié au fait aussi que ça s'est structuré. Nous, c'est pour ça qu'on existe, hein. Quand on a commencé il y a 12 ans, il y avait le taux de panne des appareils, il était à peu près à, tu vois, entre 10 et 14%, ce qui est énorme. Et après, on a vachement structuré la filière, on a sélectionné les meilleurs reconditionneurs, on est vachement aidé aussi par la tech et la data, hein. On trace à peu près tout, on fait des audits, on continue. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de panne, il est quasiment équivalent au neuf maintenant sur la plateforme. Donc, ce qui, il y a 12 ans, pouvait peut-être être une aventure unique si tu tombais sur une mauvaise expérience et que tu disais, bon, voilà. Là, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus trop de raisons de ne pas passer. En tout cas, on a créé la confiance, je pense, et les conditions du repeat et que ce soit pas une aventure unique. Et que si jamais il y a un problème, c'est comme pour le neuf, maintenant, il y a des services clients ultra performants, internalisés. Enfin, on a tous investi dans le sujet pour que ça soit le plus fluide possible, quoi. Oui, donc vraiment, dans cette notion de désirabilité, c'est convaincant. C'est-à-dire que ça délivre. Derrière, il n'y a pas de panne. Derrière, il n'y a pas de complexité trop importante pour aller récupérer l'objet. Ça, c'est vraiment clé. Ah ben, on ne t'entend pas, Marc. Oui, Il faut prendre non, mais c'est une très bonne question. Il demande s'il y a des garanties. Oui, il y a des garanties. Tout à fait. Non, mais c'est un point essentiel par rapport à ce qui peut être sur des plateformes de C2C, par exemple. Oui, là, le reconditionné, c'est passé dans les mains d'un professionnel, hein, qui a réparé si besoin, nettoyé, vérifié, etc. Et après, quand il le remet en vente, avec des garanties, évidemment. Voilà. Toi, tu es encore un iPhone 17 tout neuf, ça? Moi, je crois que j'ai un iPhone 12, mais c'est marrant parce on va parler après de smartphone. J'ai une petite histoire par rapport à nous. Bonne transition. Exactement. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. La table ronde se fait très naturellement. Ok, donc la désirabilité, accessibilité, une offre qui est convaincante et qui, dans le meilleur des cas, apporte aussi des choses. Moi, je rêve qu'on raconte nos histoires de location. Ah, j'ai rencontré le 3e cousin par alliance de mon neveu ou l'amour peut-être. Nous, on a eu un petit match amoureux grâce à Poppins. Enfin, Allez. c'est génial. Ouais. C'est Blablacar, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu me disais, Violaine, tu me parlais, tu me partageais un rêve, toi aussi. Tu disais, je veux pas reprendre tes mots, mais tu me disais, moi, je rêve d'un monde où... Moi, je trouverais ça. Enfin, je pense qu'on y va de plus en plus, mais je trouverais ça génial qu'on se dise demain. En fait, je me vante d'avoir acheté mon iPhone sur Back Market plutôt qu'à d'avoir fait la queue à 6h du mat devant l'Apple Store pour l'iPhone 36. Et comme j'adorais qu'on me dise aujourd'hui, j'ai fait mon Poppins plutôt que j'ai commandé sur Amazon. Enfin, et je pense qu'on y va petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a encore 20 ans, se dire que quand Airbnb n'existait pas ou des Blablacar n'existaient pas et qu'on se disait mais je vais ouvrir la porte en fait à des inconnus qui vont dormir dans ma chambre ou alors je vais monter dans la voiture d'une personne, je ne connais pas ce conducteur et je vais un peu mettre ma vie entre ses mains potentiellement, enfin ça paraissait un peu délirant. Ou un Too Good To Go, je vais aller récupérer de la nourriture, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon panier, le truc est potentiellement un peu périmé, enfin c'était un peu voilà, et ça je pense qu'en fait c'est des usages qui petit à petit en fait rentrent dans le langage courant, dans notre quotidien, et au-delà de les accepter, je pense qu'on les adore et c'est ça qui est assez génial. Et du coup je pense que c'est vers ça aujourd'hui qu'il faut aller, et c'est toute cette bataille culturelle qu'il faut gagner, quoi. Ouais, quand on a des usages comme ça qui seront revendiqués par des leaders d'opinion, des influenceurs, mais de manière non sponsorisée, de manière totalement spontanée, quand, je sais pas, Emmanuel Macron dira que ouais, lui, il a un téléphone reconditionné, son tapis, c'est Le Bon Coin, et Brigitte s'habille voilà, sur Vestiaire Collective, bah, franchement, ouais, il se passera un truc, quoi. Et pareil pour Teddy Riner, etc. En fait, on a besoin de ça. On a besoin d'incarnations aussi très positives qui montrent le chemin.
C'est magnifique. Merci beaucoup pour cette transition parfaite. Alors, comment on incarne tout ça? Ah là là, c'est magique. Les nouveaux récits, les imaginaires nécessaires justement à la désirabilité de l'offre. Il se passe beaucoup de choses dans notre cerveau quand on prend des décisions d'achat, de consommation. Et c'est vrai qu'on est influencé par les figures publiques que l'on admire et par aussi la fiction. François, donc toi, tu es président des Deauville Green Awards. Peut-être de la même manière, peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent déjà. Je pense que c'est bien de rappeler en fait l'objectif de ce festival et aussi sa date de création, parce que finalement, Déjà, qu'est-ce que c'est que ce festival, qu'est-ce que les c'est Deauville Green Awards? Est-ce que c'est à Deauville? C'est pas le festival du film américain. C'était à Deauville les 13 premières années. Là, on est à la 15e année. Et, en fait, pour différentes raisons, on le fait à la Fondation Good Planet le 3 juin, grâce à Yann Arthus Bertrand qui accueille le festival. En fait, c'est un festival c'est un festival déjà international qui récompense les meilleurs films et audiovisuels sur la transformation environnementale et sociétale. C'est des films qui viennent en fait du monde entier. Ce sont des films à la fois d'entreprise, ce sont des films publicitaires, ce sont des films documentaires, télé, cinéma. Donc voilà, il y a à peu près 400 à 450 films qui s'inscrivent chaque année. On avait commencé avec une centaine de films et puis c'est monté d'année en année. Voilà. Donc C'est vous qui sélectionnez les films ou c'est vraiment un appel à candidature? on source, on fait un appel et les gens inscrivent des films. Ce sont des films professionnels, hein, donc voilà, il y a un appel à films et il y a 80 jurés qui seront là ensuite pour juger des films selon la crédibilité, bien sûr, suivant la qualité technique, suivant l'histoire, si elle est bien comprise. C'est le minimum. Hein. Et donc toi, tu as 15 ans de retour sur justement cette production de films professionnels sur nos sujets, la reuse economy faisant partie évidemment des sujets de la transition écologique. C'est quoi la tendance? Alors, déjà, est-ce qu'il y en avait déjà il y a 15 ans? Alors, il y a 15 ans, il y avait très peu de films. En fait, les sociétés même, il y avait une étude qui était sortie, elles étaient un peu timides, elles n'osaient pas communiquer sur ce qu'elles faisaient finalement de bien, pour éviter d'être soupçonnées de greenwashing, tout simplement. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Aujourd'hui, c'est un axe de communication, en tous les cas pour les entreprises, parce que ça entraîne les salariés, ça entraîne les clients à des choses bien plus vertueuses que la simple consommation. Tu me partageais une autre tendance justement qui devrait nous alerter, c'est que récemment, on atteint un plateau, voire il y a des domaines où il y a moins de production. Alors, le 3 juin au festival, je verrai avec les producteurs, mais effectivement, quelles sont les raisons qui font qu'il y a un peu moins de films cette année, alors que le festival, il existe depuis 15 ans. Est-ce que c'est parce que il faut payer pour inscrire un film, ou est-ce que c'est parce qu'il y a moins de en tous les cas au niveau entreprise, hein, parce que les documentaires, tous les indépendants, ils continuent à bien travailler. Les entreprises, elles font un peu plus attention, peut-être pour des raisons tout simplement économiques, parce que ça coûte de faire un film. Et côté publicité? Alors, côté publicité, on voit vraiment évoluer beaucoup le nombre de films publicitaires. Notamment cette année, c'est pas cette année, l'année dernière, nous avons récompensé une campagne qui a fait parler beaucoup d'elle, qui est la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs. Alors, je ne sais pas si tout le monde a une idée de ce que c'est que cette campagne. Hein, Alors, je vois beaucoup de têtes qui disent oui par applaudissement. Qui a déjà vu la campagne Les Dévendeurs? Donc, plutôt qu'avoir un vendeur qui pousse à la consommation, on va avoir un vendeur qui est plutôt un dévendeur, en quelque sorte, qui va proposer d'autres alternatives que celle d'acheter directement, peut-être louer, peut-être ne pas remplacer, tout simplement. On a l'exemple d'une vidéo, mais juste avant qu'on visionne la vidéo ensemble, okay.
C'est pas jusqu'à 10h30 là. Juste avant qu'on visionne la vidéo, je voulais qu'on partage aussi. Tu m'avais parlé en fait, de ce qui s'était passé au moment de Oui. la sortie de. Donc, on parle d'une vidéo qui a été produite par l'ADEME, une agence publique pour la transformation écologique, et qui, au moment de sa sortie, a créé du mouvement. Carrément, au parce plus haut qu'en fait, niveau. elle est sortie, figure-toi, elle est sortie juste avant le Black Friday. C'est un grand moment de consommation. Et donc, quand les commerçants ont vu cette campagne, ils sont tout de suite, ils ont réagi, ils sont allés voir le ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, en disant c'est inadmissible, nous on a besoin de vivre, donc il faut arrêter cette campagne. Et puis il y avait à l'époque un ministre qui s'appelle Christophe Béchu qui a dit tout simplement cette campagne en fait sur la sobriété, elle dit pas qu'acheter c'est mal, elle dit simplement cette campagne qu'il y a d'autres solutions. Et finalement, Comme Poppins et comme Back Market. Exactement. Merci Christophe Béchu, qui grâce à lui, finalement, la campagne a perduré et il y a même eu des nouveaux spots qui sont venus après, tout simplement. Non, mais c'est intéressant de voir que même quand il y a des avancées, parfois ça demande des réajustements post-prod. Ça prouve que ça a touché vraiment quelque chose au cœur de la consommation et que finalement, pour que ça aille jusqu'à l'étape, jusqu'à une décision qui aurait pu faire basculer dans un sens finalement négatif. Si on avait retiré cette campagne, on serait dit, voilà, c'est fini, cette histoire de responsabilité de la consommation. Et puis aujourd'hui, c'est culturel. On touche quelque chose de culturel dans. Alors, dernier aspect de la culture, je voudrais juste m'assurer qu'on donne bien la parole à Marc avant de visionner le petit clip. Dernier aspect de la culture, il y a évidemment tout ce qui va être production de fiction. Et donc là, vraiment, on regarde le monde du cinéma. Marc, même question pour toi. Tu es producteur et tu as fondé le festival Cinema for Change. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur le festival, son historique et aujourd'hui les grandes actions que vous menez? Donc, Cinema for Change, c'est un festival qui a lieu donc chaque année. C'est au Grand Rex. C'est un rendez-vous public où les gens peuvent venir au mois d'avril. On projette des films et les films sont suivis de débats. Donc chaque année, c'est notre mode de fonctionnement avec l'équipe du festival. Notre mode éditorial est un peu particulier. On va d'abord choisir un sujet, puis on va se faire plaisir parce qu'on vient du cinéma. Je suis producteur de cinéma à la base. Et donc on va choisir un film, puis après on va inviter 2 personnalités à venir dans la salle. Puis après, il va y avoir un débat avec les gens, le public. Et on a une deuxième partie qui a pris une grande importance dans notre festival. C'est ce qu'on appelle les prix jeunesse. C'est pour ça que je vais rebondir après sur ce que tu disais. Les prix jeunesse, c'est la compétition court-métrage du festival où on a plus de 45 000 élèves qui participent dans 30 pays. Donc, on ne peut pas les recevoir au Grand Rex. J'adorerais, mais c'est un peu compliqué. Donc, on va dans les écoles et donc de début janvier à fin mars, on met à disposition des professeurs. Alors, c'est 15 ans de boulot pour arriver à monter ce truc-là. Maintenant, ça marche hyper bien. Donc, on a des enfants, des collégiens lycéens, des étudiants. C'est 3 catégories. Ils vont visionner des courts-métrages dans leur classe. Ils vont voter. Et ensuite, ils participent à un rendez-vous citoyen. Et ce rendez-vous citoyen, le prof, il peut le faire parce qu'on a préparé un kit avec un Q&A des réalisateurs, tout l'argumentaire pour qu'ils puissent discuter. Et surtout, ce qu'on dit aux élèves, c'est que s'ils votent pour nous, dans notre festival, demain, ils pourront voter, ils devront voter pour la société, parce qu'ils ont un pouvoir. On vient aussi avec cette démarche très citoyenne. Oui, pourquoi c'est ça paraît une évidence, mais pourquoi c'est si important de suivre la vision des jeunes, la manière dont ils s'approprient tous ces sujets dont on parle depuis tout à l'heure? Alors déjà, nous on l'a, parce que je connais François, mais nous on a la chance de faire du cinéma. Le cinéma, alors nous on y va avec du divertissement, on fait pas que rire, mais on fait sourire aussi, et on utilise nous vraiment l'émotion des films pour éveiller les consciences. Ça embarque, ça donne envie de discuter, donc on emmène toute cette jeunesse dans l'envie de s'exprimer, de prendre la parole, de prendre un micro dans une salle ou de se lever, d'inviter les autres élèves à écouter ceux qui prennent la parole, à pas se marcher dessus, respecter. Donc on est vraiment dans une démarche
où on se rend compte qu'en fait, tout le monde a envie de bien faire. Il suffit juste un tout petit peu de leur donner un petit peu le mode de fonctionnement, leur dire qu'ils ont droit à la parole, garçons, filles, et qu'ils doivent apprendre à respecter les autres. Et ça se construit, c'est passionnant. On a des débats qui se font comme ça en ping-pong dans la salle entre eux, où il y a des élèves même qui vont raconter des expériences. Et voilà, je peux donner des exemples par rapport à ça, mais je vais te laisser venir. C'est peut-être une de tes questions qui suit juste Non, mais après. tu me parlais de candeur et de grande réceptivité, c'est ce que tu viens de décrire. On est face à un public qui a peut-être moins de convictions arrêtées, et donc c'est une véritable opportunité justement pour Bien sûr. introduire nos sujets. Et puis c'est ce qui fait le lien avec tous nos métiers, les vôtres comme le nôtre. Plus on a affaire à des enfants, 8, 11 ans, plus leur regard sur notre modèle de société, qui est ce qu'il est, et on s'est construit avec, c'est génial. Il faut juste le modifier maintenant. Mais pour eux, quand ils sont tout jeunes, on leur explique comment en fait on devrait fonctionner, de réutiliser, de pas jeter, de continuer, voilà, de venir dans des logiques. Pour plein d'enfants, c'est une évidence. Et puis plus on monte, plus ils ont été un peu déformés par notre société, et moins ils reviennent sur ces sujets-là. C'est assez marrant de voir comment mais ça montre que du coup, si on arrivait à éduquer tout le monde sur ces sujets, on pourrait le faire. On peut prendre l'exemple, je sais que tu as un timing, c'est serré. On est et on peut prendre un exemple, nous, sur un des films qu'on a eu, parce que on reçoit à peu près plus de 300 courts-métrages du monde entier. C'est plus de 50 pays, parce qu'au bout d'un moment, on a éduqué les producteurs, distributeurs, réalisateurs à nos sujets. Donc on reçoit ces sujets maintenant, puis on leur dit qu'on a envie d'avoir des trucs qui donnent envie. Donc on essaye d'avoir des choses qui sont plutôt sympathiques, conviviales, pour embarquer tout le monde dans une discussion. Et sur les 300 courts-métrages, on va en sélectionner, on est assez dur, une vingtaine à la fin qui vont être dans la compétition. Sur les 300, cette année, on avait un film sur la consommation durable. Qui est un film, un court-métrage qui parle du coltan, qui est une matière indispensable pour nos téléphones, pour mon iPhone 14 ou 12, je ne sais plus, pour le condensateur, parce que si on n'avait pas ça, ils s'enflammeraient. Ils ne vont pas exploser, mais ils vont s'enflammer. Donc indispensable. Il y a 2 pays qui fournissent ça pour le monde. C'est la République au Congo, c'est la République démocratique du Congo, merci, et le Rwanda. 2 pays dans lesquels on va exploiter ces éléments pour nos téléphones. Alors moi j'ai eu une discussion avec des élèves de Sciences Po en leur disant, voilà, donc ils ont vu le court-métrage parce qu'ils étaient dans nos jurys, parce que je vais à la rencontre de certains, pas tous, mais certains, et en leur demandant, voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à ne pas racheter un téléphone quand vous voyez ça? Est-ce que vous êtes prêts effectivement à continuer à utiliser le même? Il y avait la moitié qui disait ben oui, et l'autre moitié qui disait carrément non. Parce qu'on a peut-être des outils dont on aura besoin pour notre métier. Donc en fait, tout le monde est embarqué dans un modèle qui n'est pas compliqué non plus c'est pas si simple en fait. Et un des objectifs, c'est de créer une continuité, qui n'est pas de rupture, parce qu'en fait, ce jeune public, il est exposé à ces sujets. Il est aussi exposé à une sorte d'impératif, de marqueur social. Hein, le téléphone, ça en fait partie. Et du coup, il n'y a pas de solution. Et là, on en revient à ce qu'on disait avec vous, mesdames, qu'en fait, il y a des solutions pour justement pouvoir concilier les deux, ne pas être dans de la répression, ne pas être dans de l'interdit. Mais seulement, il faut une continuité. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Et il faut que ces offres-là, elles soient connues et justement accessibles. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de nouveaux récits. Quand on parle de nouveaux récits, c'est de se dire, en fait, on peut vivre, parce qu'on a été éduqué à être heureux en détenant, en ayant. Voilà. Moi, le premier, hein, et tout d'un coup, on arrive en fait dans un monde où il faut qu'on fasse attention. Et donc, il faut qu'on s'éduque tous, individuellement et collectivement, à se dire, mais en fait, peut-être que je peux être heureux autrement, sans posséder. Et peut-être que je pourrais être encore plus heureux comme ça en réalité. Et puis ces nouveaux récits, c'est des récits qui doivent donner envie surtout, qui touchent vraiment l'imaginaire au plus profond et qui donnent envie d'agir, envie d'un avenir plus responsable et puis qui sont peut-être moins culpabilisants que
les anciens récits, tout simplement. Et alors, j'avais une dernière question pour toi, Marc, puisqu'on en avait parlé pendant la préparation. Pourquoi c'est si important que le cinéma et que la fiction se saisissent de ce sujet? Tu t'as employé une formule que j'ai bien aimée. Tu dis le cinéma, il rend visible l'invisible. Oui, bah en fait, le cinéma, c'est le miroir de notre société, hein. Très souvent, vous allez voir des films qui vont parler de sujets, qui vont permettre tout d'un coup de faire sortir des choses qu'on connaît peu, et qui vont tout d'un coup être face à nous et qui vont effectivement nous ouvrir à avoir une autre vision. Puis c'est la force du cinéma. C'est l'émotion. Pourquoi est-ce qu'on va tous au cinéma, qu'on regarde l'écran, qu'on sort de là, qu'on a envie de parler? Je sais pas, mais c'est la force il y avait le festival de Cannes, j'y étais pour voir c'est incroyable. Il y a une énergie, il y a une envie de créer, la création, même en général, hein, que ce soit le cinéma, l'art en général. Et on a une force, puis en France, on a cette force-là aussi. C'est Ouais. super. L'émotion, toi, tu m'en avais parlé, Violaine, quand on discutait. C'était vraiment. Il faut évidemment parler à la tête et au porte-monnaie du consommateur, mais il faut aussi lui parler de ses émotions. Et c'est justement là où on voit qu'il y a vraiment tout un écosystème à mobiliser pour justement créer cette culture. Alors, il nous reste 6 minutes. Ah ouais, on est bien. Hein. Est-ce qu'éventuellement, voilà, bah, si l'auditoire veut participer au débat, et surtout, chers panélistes, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez rajouter des choses. C'est parfait, si on peut vous transmettre un... Éléonore. Bonjour, Éléonore Blondeau. À quand des films sans emballage à usage unique? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une catégorie dans vos concours de films d'amour, fantastiques, de fiction, peu importe? Merci de poser la question, sans emballage à usage unique. On en avait parlé ensemble de ça. Et en fait, à quand des films sur ces sujets? À quand la motivation de les créer? Parce que nous, on est un réceptacle. On va nous montrer des trucs, puis on va dire, génial, faut qu'on parle. T'as vu, on en a qu'un. On n'avait qu'un film sur la consommation durable. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on le prenne. En plus, il est génial. Mais il faut qu'on le prenne, parce qu'on n'avait rien en face. En fait, on n'avait rien. Donc, à un moment donné, les gens, nous, il y a 15 ans, tu demandais à François tout à l'heure qu'est-ce qu'il y avait. Nous, il y a 15 ans, quand on a lancé le festival, les tout premiers films qu'on a reçus, mais vous n'avez pas idée du nombre de films qu'on a reçus sur le sida. Et puis alors il y avait de tout, hein. Je peux vous dire que c'était pas heureux, hein. On avait de tout. Et le jour où les choses ont commencé à se régler, les films ont disparu de la planète. On n'avait plus du tout ça. Donc en fait, c'est des sujets, quand on a des événements comme ici, il y a peut-être des auteurs dans la salle, il y a peut-être des réals qui vont dire, mais attends, c'est super leur sujet là, il y a peut-être un truc à faire. Ça vient souvent d'histoires vraies ou de vécu ou d'envie. C'est pas facile d'être sur des choses qui sont peut-être pas aussi moteurs que d'autres sujets comme l'environnement, le climat, qui sont un peu plus, qui ont été travaillés tous les jours. Donc il faut arriver à ce que ces sujets soient présents pour que tout d'un coup, on crée un truc où il va se dire, bah, mon film, il va être génial, les gens vont adorer. C'est pas si simple en fait. Il faut embarquer la création, les écoles de cinéma, et etc. Voilà. Et tu as évoqué un acteur de la société, du coup, qui n'est pas aujourd'hui représenté dans le panel, mais qui est clé justement pour faire émerger ces sujets et pour que les créatifs derrière s'en saisissent, c'est les médias. Tu m'as dit, c'est sûr que il y a 15 ans, probablement que la couverture médiatique sur le sida était très importante. Les créatifs s'en saisissaient. Les boîtes de prod, du coup, mettaient de l'argent pour traiter le sujet. Et c'est vrai qu'ils font partie intégrante de cette culture. Le nombre de réalisateurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit ce film m'a été inspiré dans un article que j'ai lu dans la presse quotidienne. Donc l'inspiration, elle vient de là. Mais elle vient non pas juste d'un phénomène où on va venir avec des chiffres. Elle va venir avec quelqu'un qui a une histoire à raconter. Quelqu'un qui va raconter tout d'un coup son vécu, son aventure humaine. C'est ça qui touche les gens et qui se disent « Mais moi, en fait, ça, j'ai envie de faire un film de ça. Parce que ça me touche. » Donc, ça vient avec de l'émotion. C'est pas évident de parler de choses qui sont très matérielles comme ça, très pragmatiques, et le transformer, une belle histoire d'amour, c'est pas mal ça aussi. Et c'est vrai. Mais donc, il faut que ça vienne par ce biais-là. Et voilà, nous on est en demande. Hein. Je ne sais pas s'il y a une autre question de la salle et du panel. Ouais. J'ai une réaction, juste de dire qu'avant, dans tous les films, il y avait des fumeurs.
maintenant, il n'y a plus de fumeurs. Et je parle de... C'est pas des films sur l'environnement, hein, c'est des films d'amour, de guerre, voilà. Je vais vous répondre Et là-dessus. donc, on pourrait avoir les méchants qui fument et qui ont de l'usage unique, plastique ou pas, et puis les gentils qui sont en réemploi. En Et des Poppins, téléphones en neufs. paquet. Voilà, Ouais. et on peut tout mettre. Et vraiment Bien des sûr. films classiques où on parle pas d'environnement, l'histoire est Ouais. classique, mais l'acteur principal, en fait, dans son quotidien, est éco-responsable sans que ce soit mis en avant particulièrement. Mais ce que vous devez intégrer là-dedans, c'est toute la culture dans laquelle on a été tous éduqués. Yann Kounen, avec qui j'ai bossé, qui a fait 99 francs, Doberman, voilà, c'est un réalisateur extrêmement brillant. Il disait, quand tu écris un scénario et que tu as besoin d'avoir un mec qui est dur, qui est tough comme ça, tu le fais avec sa petite clope, là il tape et puis il fait peur au mec en face de lui. C'est bien plus compliqué si tout d'un coup il doit prendre sa petite vape là, et puis tout d'un coup il doit faire le mec viril. On a rentré dans la tête des gens un modèle, il faut le déconstruire. C'est ça qui n'est pas évident dans la création. Ça se fait, parce qu'il y en a qui vont être, mais il y en a qui vont être des initiateurs. Il en faut. Bon, on a parlé de plein de sujets qui n'étaient pas tous à l'ordre du jour. Merci beaucoup aux panélistes. Ce que moi, je souhaite rajouter comme conclusion, c'est qu'il y a évidemment plein de choses qui sont possibles et on voit que les modèles sont déjà, les exemples sont déjà là pour prouver qu'il peut y avoir un changement de paradigme et une culture nouvelle qui s'installe. Tout de même, retenons que en fait, les opérateurs, ils ne peuvent pas avancer tout seuls. Et quand bien même vous proposez des offres qui sont brillantes, il y a besoin de relais, il y a besoin de toute façon d'inscrire cette culture-là dès le plus jeune âge et vraiment par le biais de médias très diversifiés. Les aides financières, elles sont essentielles pour réduire l'écart entre l'expérience du neuf et l'expérience du reconditionné ou de la location. Et les nouveaux récits sont là aussi pour rendre toutes ces alternatives désirables. L'émergence médiatique, elle doit faire partie de la solution, de la formule finale. Je pense qu'avec ça, on a quand même couvert beaucoup de sujets. Merci encore beaucoup à tous les quatre pour la préparation et pour le panel. Sophie. Et bon salon.